Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Coy-la-Forêt. Et non pas Coy-la-Forêt comme je le disais souvent. Coy-la-Forêt est une ville de 4200 Coyennes et Coyens et se situe au sud de Chantilly sur la départementale 118 qui va de Crouyantel à Plailly ou inversement. La ville fait partie du canton de Chantilly, de la communauté de communes de l'aire cantilienne, la CCAC, et du parc naturel régional Oise Pays de France, le PNR. Comme Ory-la-Ville et la Morlaix, les deux communes voisines, Coy-la-Forêt est à la limite sud du département et limitrophe du département du Val d'Oise. Coy-la-Forêt a un blason qui lui vient de Jean de Souza, seigneur de Coy, dont je vais bientôt reparler. Le territoire accueille le rue Saint-Martin, la rivière la Tève avec la vieille Tève et la nouvelle Tève sur laquelle j'ai fait une petite vidéo, et les étangs de Commelle dont je reparlerai aussi bientôt. Il y a deux écarts, si l'on peut les appeler ainsi, le moulin du bois à l'ouest du village sur la nouvelle Tève et la loge de Viarme à l'extrémité ouest des étangs de Commelle. Le village a eu, selon Wikipédia, les noms jadis de Cogia, Coy, Coy, Coy et Coy-la-Forêt en 1929. Selon Louis Grave, dans son précis statistique du 19e, le village aurait eu les noms de Cavea, Coca, ce n'est pas une blague, Coy en Servais, Coise, Coy, pour devenir le Coy-la-Forêt d'aujourd'hui. J'avoue que depuis le début de la chaîne, c'est la première fois qu'il y a une aussi grande différence entre Wikipédia et Louis Grave. Donc s'il y a des historiens parmi vous, n'hésitez pas à me dire qui a raison. Selon des recherches archéologiques, il est probable que le lieu ait été occupé dès le néolithique il y a plus de 5000 ans. Mais la première trace écrite du village remonte à 797 avec une donation de propriété appartenant au comte Teudaldix, vassal de Charlemagne, à l'abbaye de Saint-Denis. Il faudra attendre 1138 pour trouver un deuxième document relatif aux revenus de l'église de Coy au prieuré de Saint-Nicolas d'Assy. Il semblerait qu'une forteresse ait existé à Coy au XIe siècle. Du 8e au XIIe siècle, Coy est une dépendance du château royal de la Morlaix, puis débouteillé de Senlis. En 1483, la seigneurie arrive aux mains de Jean de Souza, capitaine d'armes portugais, de par son mariage avec Anne d'Aubin, dame de Coy. C'est à lui que l'on doit la première église de Coy. La seigneurie était une annexe des seigneurs de Luzarches. Il faudra attendre 1658 pour que cette seigneurie prenne son indépendance lors de son acquisition par Toussaint Rose. Toussaint Rose était le secrétaire particulier de Mazarin en 1650 et par la suite la main de Louis XIV. C'est-à-dire qu'il signait les documents à la place du roi et le faisait si bien d'ailleurs qu'aujourd'hui encore il est difficile de distinguer les deux. Il fait ériger la seigneurie en marquisat et deviendra le premier marquis de Coy. Après la mort de Toussaint Rose en 1701, c'est Henri-Jules de Bourbon, prince de Condé, qui rachète la terre de Coy qu'il convoitait pour son domaine forestier. Pour occuper la population pauvre, le prince fait installer des entreprises industrielles dans son château. Le début du 19e siècle sera l'âge d'or des industries coyennes. Après la filature de coton, qui emploiera environ 200 personnes, c'est l'impression sur étoffe qui emploiera jusqu'à 300 ouvriers. Par la suite, la création de margottins, petits fagots de bois, occupera une centaine d'ouvriers, tout comme la fabrication de cordes en tille, obtenue à partir de tilleuls. C'est avec l'arrêt de la fabrique d'objets en acier poli que prendra fin en 1914 l'ère industrielle de Coy. Le château actuel date du XVIIe siècle, mais il a probablement été reconstruit et était peut-être même à l'emplacement de la supposée forteresse du XIe siècle. Mais il n'y a pas que ce château à Coy. Le domaine des Trois Châteaux est un domaine extraordinaire qui réunit le château des Tilles, de l'Ermitage et le Forest Lodge. Le château des Tilles, construit en 1897 dans le style maison normande, était la propriété de M. Kraft. L'Ermitage, construit en 1900, petite réplique du château de Kent, appartenait à Paul de Cauville, industriel français. Au début du XXe siècle, le baron de Neuflise, qui fut régent de la Banque de France, rachète le domaine et fait construire Forest Lodge dans le style de la Maison Blanche.
À la mort du baron, le domaine fut cédé en 1943 à une société suédoise de bienfaisance. Après la Seconde Guerre mondiale, le domaine accueillera de nombreux enfants victimes de cette guerre. En 1949, l'ambassadeur de Suède en France remet officiellement le domaine des Trois Châteaux à la préfecture de la Seine. Et lorsque l'on parle de Cois-la-Forêt, on parle souvent des étangs de Comelles et du château de la Reine Blanche. Les étangs de Comelles ont été créés au XIIIe siècle par les moines de l'abbaye de Chailly pour en faire des viviers. Si l'on parle des étangs de Comelles, c'est que sur une superficie de 30 hectares et sur 2,5 km, il y en a 4. De l'est vers l'ouest, l'étang Comelles, en partie comblé par une île recouverte de roseaux, l'étang Chaperon, l'étang Neuf et l'étang de la Loge. Pour protéger les étangs, les viviers, le moulin et le système hydraulique, un petit château est construit. Entre le XIVe et le XVIIe siècle, le site est utilisé comme relais de chasse, moulin et papeterie. Au début du XIXe siècle, l'activité s'arrête, le moulin est détruit et le château fort du XIIIe siècle est remanié en 1825 par le prince de Condé dans un style néo-gothique. Les 3 chevaliers qui décorent la façade seront ajoutés en 1846 par le duc d'Aumale, propriétaire du domaine de Chantilly, dont il fera don à l'Institut de France à sa mort. Site très prisé à la période du romantisme, où il prendra son nom actuel, il sera représenté dès la fin du XVIIIe sur de nombreux tableaux, dessins, gravures et estampes. Je n'ai pas trouvé l'origine du nom de ce château, mais il se pourrait que ce soit en hommage à la reine Blanche de Castille, qui y aurait habité avec son fils Louis IX, dit Saint-Louis, comme le précise Louis Grave. Petite anecdote, c'est après s'être baigné en combinaison dans un de ces étangs en 1991, pour les besoins de son dernier film, que Yves Montand succombera d'un infarctus à l'hôpital de Senlis. En tout cas, ce site est un endroit magnifique et le tour des étangs est une belle promenade que je vous conseille, même en hiver. Allons découvrir l'église de Cois-la-Forêt. Au XIIe siècle était une chapelle sous l'invocation de Saint-Martin située, dit-on, près du ruisseau du même nom. L'église actuelle, à peu près orientée, a pour origine un édifice du XVe siècle. Une première reconstruction aura lieu entre 1737 et 1757. De médiocre qualité, ce deuxième édifice fera place à l'église actuelle, dont la première pierre sera posée en 1869. Elle est due à la ténacité de l'abbé de la Chapelle et à l'architecte Drin de Senlis. Le gros œuvre sera terminé en 1875. L'église se compose d'une nef de 7 travées avec bas-côtés et d'une abside pentagonale. Le clocher à l'angle nord-ouest est sur la base de l'ancien clocher du XVe. De l'extérieur, cette église est assez surprenante car assez inhabituelle, surtout avec les grandes fenêtres rondes au-dessus des bas-côtés et ces petits contreforts qui les accompagnent. La façade est remarquable. Une petite porte se trouve sur la base du clocher et une autre sur le bas-côté sud. Le portail central, lui, est simple mais agrémenté de 2 petites colonnettes et d'un tympan avec le couronnement de la Vierge. Au-dessus, une magnifique rosace avec les portraits d'anciens curés et autres ecclésiastiques ayant compté pour la paroisse. Le clocher se compose de 4 étages, avec le premier comportant une fenêtre au nord et aveugle à l'ouest, un second étage aveugle, un troisième avec 2 baies jumelées sur 3 faces et l'étage de beffroi avec 2 baies à basson jumelées sur chaque face. La flèche est en charpente couverte d'ardoises flanquée de 4 pyramidions. Le clocher compte 4 cloches, Clémentine de 644 kg, Raymonde de 445 kg, Jeanne de 313 kg et Marie-Louise de 187 kg, qui ont été consacrées et installées en avril 1936. Et l'intérieur est vraiment très intéressant. J'ai tout de suite pensé à l'église priorale de Saint-Leu-d'Esserand, en plus petit bien sûr. La nef est large et contient des chaises comme dans le bas-côté nord, alors que le bas-côté sud, lui, ne contient que des bancs. La première travée de la nef est surplombée par la tribune et celle du bas-côté nord par le clocher. La base date de la fin du XVe et est due à la générosité de Jean de Souza, dont on voit les armoiries en clé de voûte qui sont devenues, comme je le disais, le blason de la ville.
Les voûtes et les arches sont vraiment magnifiques. Les piliers des arcades ont de très jolis chapiteaux. Le chœur comprend un autel dans la dernière travée, mais comprenait autrefois un bel ensemble dans l'abside qui n'est malheureusement plus présent de nos jours. Les fonts baptismaux sont dans la troisième travée du bas-côté nord et un confessionnal dans la quatrième. Cet édifice, s'il paraît austère, accueille pourtant trois éléments incroyables. Le premier est le faux triforium avec ses arcatures aveugles qui donnent à cet édifice une acoustique extraordinaire. Ensuite, tous les vitraux, posés en 1879 et 1880, sont l'œuvre de Roussel, peintre verrier à Beauvais, et sont de très belle facture. Et enfin, la tribune de l'église reçoit le 21 juin 2006 les nouvelles orgues en Thèves, œuvre d'Yves Fossard, harmonisées par Jean-Marie Tricoteau, magnifique instrument de 16-18 jeux. Cette orgue est utilisée pour des concerts et sert de tremplin à quelques jeunes organistes. Cette église Notre-Dame de la Jeunesse est vraiment, là encore, un magnifique édifice avec lequel je vous laisse quelques instants. Retournons dans les rues de la ville. Le monument aux morts se trouve place de la Reine Blanche. Il y a 3 calvaires, un premier près du pont sur la Thève dans un petit parc, le second au croisement de la rue Blanche et de la rue des Rivaux, et le troisième, que je n'avais pas vu, près de l'Opticien. Une petite statue d'une Vierge à l'Enfant se trouve avenue de la Gare, près de la résidence du Bois. Près de l'école des Bruyères, un arbre de la Liberté planté en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution. La ville compte encore quelques panneaux de signalisation Michelin et quelques poteaux forestiers. Derrière la mairie, un ancien bâtiment qui était le corps de garde où se trouvait aussi la pompe à incendie et la bibliothèque par la suite. Il y a 2 superbes lavoirs sur la Thève. Le premier, Sente du Chardonneret, et le second, Chemin des Vaches, tous deux récemment rénovés et j'en suis vraiment ravi. Près de ce deuxième lavoir, un joli petit pont construit au milieu du 19e siècle. Un autre petit pont, le pont Mandrou, qui lui date de la fin du 18e siècle, se trouve sur la Thève, au nord du village. Tout près se trouve un autre pont, beaucoup plus récent celui-ci, le viaduc de Commelle. Ce viaduc ferroviaire qui traverse la vallée de la Thève est sur la ligne SNCF Paris-Lille. Le premier viaduc a été construit entre 1856 et 1859 et contenait 2 voies. Face à la croissance du trafic, il sera détruit et le nouveau viaduc construit entre 1980 et 1984 prendra sa place. Et en parlant de la SNCF, la gare de Ory-la-Ville-Coix-la-Forêt a la particularité d'accueillir 2 lignes ferroviaires, la ligne RER-D et le TER Hauts-de-France.
Cette gare est commune bien sûr avec la ville voisine de Ory-la-Ville, dont la vidéo est sortie récemment sur la chaîne. Pour l'éducation, la ville compte 2 écoles. L'école élémentaire du centre et l'école maternelle et élémentaire des Bruyères pour plus de 300 élèves et 14 classes. La cantine et le périscolaire se trouvent dans l'impasse Auxerre. Il y a, à côté de l'école du centre, la bibliothèque. Une petite aire de jeu se trouve près de l'école des Bruyères et une autre au bout de l'allée des Chênes. Au sud de la ville se trouve un complexe sportif comprenant le terrain de foot, les terrains de tennis, 2 gymnases dont un pour le judo, la danse et le tennis et l'autre pour la gym, l'escalade, le basket et le badminton. On y trouve aussi un grand boulodrome, un plateau de basket, un parcours sportif, un skatepark et un city-stade. La ville compte une trentaine d'artisans et de commerces comme boulangerie, boucherie, bar-brasserie, restaurant, coiffeur, supérette, institut de beauté, fleuriste, mais aussi pressing, agence immobilière, boutique de bougies, couvreur, plombier et même un ostéopathe animalier. La commune compte aussi, et ça c'est la première fois que je le vois, un marché couvert. Juste en face, le centre culturel qui accueille les manifestations de la ville. Pour la santé, une maison médicale se trouve impasse Auxerre avec médecins, infirmiers, kinés, ainsi qu'un centre de bien-être rue de la Morlaix, une pharmacie et un opticien dans le centre et bien sûr une clinique vétérinaire. Coës-la-Forêt compte une vingtaine d'associations culturelles, environnementales, scolaires, sportives qui font vivre la commune au gré des manifestations et animations, dont le festival théâtral de Coës-la-Forêt. Ce festival, un des plus anciens de France, réunit pendant 15 jours au mois de mai une quinzaine de spectacles et plus de 6000 spectateurs. Et si vous désirez l'année prochaine y venir, quelques gîtes pourront vous accueillir. La commune possède aussi une petite curiosité unique dans la région selon les géologues, le pouledingue. Ces pierres visibles rue des Rivaux se sont formées il y a 60 millions d'années lorsque la mer s'est retirée et que le sable, transformé en grès, a fait prisonnier des galets en silex. Et là, pour le coup, moi aussi j'ai découvert quelque chose. Pour finir, Coës-la-Forêt a mis en place un circuit de découverte avec des panneaux signalétiques pour en apprendre plus sur la ville tout en se promenant au gré des rues. Voilà, c'est ici que se termine la découverte de Coës-la-Forêt, ville très intéressante à découvrir avec son église, ses commerces, les étangs de Comelles et le château de la Reine Blanche. Je tiens à remercier Monsieur Dehaye, maire de Coës-la-Forêt, Madame Lambray, son adjointe, les commerçants et toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi dans les rues de Coës-la-Forêt et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un j'aime et surtout à partager, cela aide beaucoup la chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Coës-la-Forêt.